Madame la Ministre, bienvenue en Lorraine, bienvenue à Nancy, ville de longue tradition universitaire, plus de 4 siècles. Ville d'histoire et de culture, comme en témoigne cette magnifique salle Art Nouveau. Le symbole qualifie et vivifie l'œuvre, proclamait Émile Gallé lors de sa réception à l'Académie Stanislas. Le symbole et l'œuvre, c'est un peu la thématique aussi d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous saluer, de vous accueillir, de saluer aussi des personnalités et des responsables qui nous honorent de leur présence. Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle, Philippe Mahé, Madame la rectrice de la région Grand Est, chancelière des universités, Madame Florence Robine, Madame la députée de Meurthe-et-Moselle, Carole Grandjean, les représentants des conseils régionaux, Monsieur François Werner, du conseil départemental, Madame Nicole Creusot, Madame Sophie Mailleux, le maire de la ville de Nancy, qui va nous rejoindre bientôt, mais qui, vous savez, il y a quelques mouvements en ce moment, et il est retenu, son avion a été décalé. Donc c'est Moustapha Fourard qui le représente, et Laurent Hénard nous rejoindra, je pense, vers 5h moins le quart, 5h, dès qu'il le pourra. Les membres du cabinet avec lesquels nous avons beaucoup travaillé ces derniers temps, Lionel Collet, conseiller spécial de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Yann Bubien, directeur de cabinet adjoint, Isabelle Richard, conseiller santé auprès de vous, madame, Cécile Courrèges, la directrice générale de l'offre et de soins, notre directeur de l'ARS, Christophe Ladlong, et d'autres encore, les directeurs et présidents de CME, de centres hospitaliers, Thierry Godot, et des CHS, Christian Muller, la Fédération hospitalière de France, par son délégué général Cédric Argos, le Centre national de la coordination de la recherche, avec son président Antoine Magnan, les représentants des associations étudiantes, que je salue ici, Yanis Merad, Maxence Pitou et Quintin Hénon, et puis vous tous en vos différentes fonctions de qualité, mais je n'oublierai pas les acteurs de Nancy, le président de l'Université de Lorraine, Pierre Mutsenart, le directeur général du CHU de Nancy, Bernard Dupont, le doyen de médecine, Marc Braun, le directeur du Centre de lutte contre le cancer, avec lequel nous sommes en grand partenariat, Thierry Conroy, et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce séminaire, comme François Pellissier qui a mis à disposition cette salle. Madame la ministre, les assises hospitalo-universitaires ont l'habitude de se réunir depuis 30 ans et rassemblent les 3 conférences de CHU ici représentées, que je vais appeler, qui vont nous rejoindre à l'estrade dans ce jeu de questions-réponses qui aura lieu après votre intervention. Les directeurs généraux de CHU sont donc représentés par M. Jean-Pierre De Witte, directeur du CHU de Poitiers, et c'est lui qui, au nom de nos conférences, organisera les prochaines assises à Poitiers en décembre 18, à laquelle vous serez bien sûr invités, ainsi que votre collègue des affaires sociales et de la santé Agnès Buzyn, dont je sais qu'elle souhaitait venir également, mais qui est prise avec le passage du PLFSS au Sénat. Donc voilà. Les doyens de médecine, par le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, je demande également de venir ici à l'estrade. Conférence très active en ce moment, notamment au niveau de la réforme des études médicales. Les présidents de commission médicale de l'établissement que je représente sont des universitaires, mais élus et en responsabilité managériale. Mais ce séminaire voit aussi, et c'est une initiative importante, la participation active de la conférence des présidents d'université. Représenté ici par son président, le professeur Gilles Roussel, je demande également de venir. Avec aussi, il faut noter, avec l'appui de la commission santé, cette conférence présidée par le professeur Yvon Berland. Et se trouvent associés depuis quelques semaines, et dans votre lettre aussi, nos collègues de pharmacie et d'odontologie. Alors je sais que le doyen d'odontologie, Jean-Marc Martrette, est là. Est-ce que le représentant de la pharmacie est présent? Bernard Muller, voilà. Et donc, ils vont tous se retrouver à cette estrade, les différentes conférences nationales. Oui, Madame la Ministre, nous avions réaffirmé il y a un an à Toulouse notre fierté d'être CHU. Et finalement, réaliser la place centrale de nos 30 CHU de métropole et d'outre-mer. Mais nous savons aussi que les missions initialement confiées au seul CHU se sont élargies.
et ont partiellement diffusé à d'autres acteurs, et que nous devons nous interroger sur l'adaptation nécessaire de notre modèle au nouvel écosystème qui est le nôtre, à une compétition internationale de plus en plus vive, aux évolutions de notre société, à la médecine elle-même, aux nouvelles organisations territoriales et, disons-le, à des contraintes financières persistantes. Mais nous savons aussi que nous sommes forts du travail, de la compétence, de l'esprit d'innovation de chacun sur le terrain et des aspirations des jeunes professionnels à s'investir dans le métier et à s'y réaliser au service des patients et des équipes. C'est le sens de ce séminaire. Nous voulons être collectivement force de proposition. Dans l'année qui vient, comme dans les années à venir, l'année qui vient, c'est la perspective des Assises de Poitiers, pour définir ce que doit être, à notre sens, le CHU de demain. C'est l'esprit de la lettre de mission que vous avez co-signée avec Agnès Buzyn et que vous avez bien voulu nous adresser en début de semaine au président que nous sommes et à laquelle nos conférences ont commencé à travailler. Madame la ministre, tous sont heureux de vous accueillir aujourd'hui et de partager ce temps d'échange avec vous. Monsieur le préfet, madame la rectrice, madame la députée, monsieur le directeur général de l'ARS, mesdames et messieurs les présidents de commission, monsieur le président d'université, mesdames et messieurs les doyens, les directeurs généraux, les présidents, chers collègues, mesdames, messieurs. Tout d'abord, effectivement, quelques mots pour vous prier d'excuser Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, qui, comme ça a été rappelé, est retenue pour présenter le PLFSS au Sénat et qui aurait vraiment été ravie d'être à vos côtés, à mes côtés, cet après-midi pour ces assises, ces inter-assises hospitalo-universitaires. Je vous remercie de m'avoir invité en tout état de cause à y participer, car je sais que c'est un moment de réflexion important avant la tenue des assises de 2018. Assises de 2018 qui marqueront également le 60e anniversaire de nos centres hospitalo-universitaires. 60 ans après des évolutions du modèle hospitalo-universitaire sont probablement nécessaires pour conserver ce qui en fait le succès, pour ajuster aussi le modèle aux enjeux de demain et pour reprendre peut-être en quelques mots et à l'occasion de ce discours, rappeler la réflexion qui a présidé à la création des CHU. L'enseignement de la médecine, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est depuis près de 1000 ans organisé dans l'université. Et j'ai eu l'occasion récemment d'inaugurer à Montpellier les nouveaux locaux de la plus ancienne faculté de médecine d'Europe, encore en activité, vieille de 800 ans. Mais les liens de ces facultés avec l'activité clinique étaient alors ténus et les étudiants recherchaient hors de l'université un enseignement pratique auprès des praticiens de l'époque. L'enseignement théorique, parfois qualifié de dogmatique, de la faculté n'avait pas que des laudateurs. Les hommes de théâtre en ont tiré quelques chefs-d'œuvre. Pourtant, la nécessité d'une organisation particulière par l'État et dans l'université de l'enseignement de la médecine a traversé les siècles et les écoles de médecine sont parmi les premières structures de formation recréées après la Révolution française. Progressivement, au XIXe siècle, la méthode anatomoclinique, la physiologie expérimentale ont commencé à créer des liens entre l'observation des corps, vivants ou morts, l'expérimentation, la compréhension des phénomènes biologiques et l'activité médicale. Néanmoins, jusqu'au début du XXe siècle, les données issues des sciences permettent de mieux comprendre la maladie, parfois d'en prévoir l'évolution, rarement d'agir efficacement. Les différents temps de l'activité de soins, d'enseignement et de recherche, pour utiliser les termes d'aujourd'hui, restent donc ancrés à cette époque dans des mondes et des temporalités différents. Et puis, au XXe siècle, cette situation se modifie profondément. En 50 ans apparaissent les anesthésiques, les possibilités nouvelles qu'ils donnent à la chirurgie,
mais aussi la radiologie, la radiothérapie, la vaccination, les antibiotiques, et puis l'ensemble des familles thérapeutiques que nous connaissons aujourd'hui. Le lien entre science et médecine, entre recherche, innovation et progrès thérapeutique devient alors une évidence pour chacun. Et ceux que l'on n'appelle pas encore les hospitalo-universitaires, les Minkowski, Hamburger, Bernard, Debré, comprennent que l'organisation française de l'époque ne permet pas de relever les défis. Et s'inspirant tout à la fois des réflexions du Conseil national de la résistance et du rapport Flexner, qui a modifié en profondeur l'enseignement de la médecine aux États-Unis, les ordonnances de décembre 1958 créent les centres hospitaliers et universitaires et le concept d'une activité à temps plein partagée entre soins, enseignement et recherche dans un même environnement institutionnel. Ce rapide survol nous rappelle donc que les CHU sont une réponse qui a été extrêmement efficace aux défis d'un moment et qu'ils sont nés de la volonté d'une avant-garde de faire évoluer le cadre institutionnel pour tenir compte des évolutions scientifiques et en révéler les potentialités. Les CHU sont les structures qui ont permis à la biomédecine du XXe siècle de se développer dans notre pays. Ce sont les lieux de la réalisation de la première chirurgie à cœur ouvert, de la première transplantation. Et ceci a été possible parce que l'acquisition des connaissances en biologie, le développement des nouvelles technologies et les soins étaient pensés au sein d'une même organisation qui permettait ainsi la transmission des connaissances d'une génération de praticiens à la suivante. Pour tenter de définir l'avenir de nos CHU, il faut donc que nous envisagions quels sont les défis d'aujourd'hui. Les différences entre 2017 et 1957 sont nombreuses, mais je voudrais en évoquer quelques-unes. La première pour moi est celle de la transition épidémiologique et le poids des maladies chroniques qui bouleversent profondément l'organisation des soins. Le développement des thérapeutiques innovantes permettant de guérir des maladies aiguës justifiait l'existence d'un centre hospitalier et universitaire vers lequel convergeaient les patients présentant des situations graves avant de repartir vers la périphérie du système, si possible guéris. Le suivi au long cours de patients présentant des maladies chroniques et souhaitant vivre dans leur environnement modifie en profondeur cette organisation et doit nous conduire à envisager que la graduation du niveau de technicité ne se superpose plus toujours à la distance géographique. Cette évolution d'une organisation centralisée à une organisation réticulaire impose d'autres relations entre l'université et les différents acteurs de l'offre de soins. L'association des CHU à tous les groupements hospitaliers de territoire répond à cette logique de réseau et doit donc impliquer pleinement les universités. L'articulation des universités avec les soins primaires est également nécessaire pour produire des connaissances qui permettront de répondre aux défis persistants, notamment aux inégalités sociales de santé. C'est le sens des maisons universitaires de santé que nous venons de créer et qui doivent se considérer comme un poste avancé de l'université. Enfin, les innovations permises par la télémédecine doivent conduire à une autre perception de la distance, permettre autrement l'accès pour tous aux meilleurs soins, projeter les équipes des CHU hors de leurs murs. Ces évolutions impliqueront de nouveaux métiers, notamment dans le champ de la coordination des soins, et nous devons donc l'anticiper et développer de nouvelles formations, y compris pour permettre le développement des pratiques avancées. L'environnement scientifique s'est transformé également. Les évolutions de la biologie restent une source déterminante des progrès de la médecine. Les CHU sont à peine plus jeunes que la découverte de l'ADN et ils ont mis en œuvre les progrès thérapeutiques permis par la compréhension de la machinerie cellulaire. Nous sommes aujourd'hui à l'orée d'une nouvelle révolution avec l'avènement de la médecine personnalisée. La biologie moléculaire ne décrit plus seulement les caractéristiques générales du vivant, mais bien les propriétés de chaque individu. Pour saisir cette formidable opportunité, le gouvernement a lancé le plan France Médecine Génomique 2025 et l'organisation retenue pour articuler les différentes mesures de ce plan est une grille de lecture possible des évolutions du monde hospitalo-universitaire.
L'accès aux meilleurs soins doit être possible pour tous et partout, et les plateformes de séquençage doivent donc irriguer l'ensemble du territoire. Les meilleures technologies doivent être disponibles et mises à jour, et ceci exclut que chaque CHU développe isolément une activité de génomique et impose des collaborations à l'échelle régionale ou à l'échelle suprarégionale. Les porteurs des projets soumis dans le cadre du premier appel à projets l'ont bien compris et, dépassant les cadres institutionnels, ont construit des consortiums d'excellence. Enfin, les données doivent-elles être regroupées nationalement, tant pour permettre le meilleur diagnostic possible de situations cliniques, même rares, que pour alimenter une activité de recherche et l'insérer dans les réseaux européens. On retrouve ainsi, pour des raisons à la fois d'organisation des soins et d'organisation de la recherche, un fonctionnement en réseau, incluant tous les acteurs dans une logique de coopération et de mutualisation. Mais la biologie est loin d'être la seule science en interaction étroite avec la médecine. Vous le savez aussi bien que moi, l'explosion des données, qu'elles soient issues des omics ou de la numérisation des activités cliniques, va accroître les interactions entre les sciences dites dures, notamment les mathématiques et l'informatique, et la santé. Notre modèle hospitalo-universitaire actuel ne nous donne probablement pas tous les atouts pour répondre à cet enjeu. Les interactions entre les CHU et tous les secteurs de l'université, au-delà des composantes de santé, devront donc être développées. Cette évolution est nécessaire dans le champ de la formation, où le développement de cursus mixtes de biomathématiques, bioinformatique, bioingénierie est une nécessité stratégique, comme dans celui de la recherche. Le secteur de la santé continuera de croître dans nos sociétés et nécessitera des compétences au-delà du champ d'activité des professionnels de santé. Et là aussi, nous devons anticiper ces évolutions. Enfin, et ce sera mon dernier point, la société et ses attentes ont changé. Le modèle qui imprégnait la relation maître-élève ou la relation médecin-patient a été profondément modifié. Dans les deux cas, l'heure est aujourd'hui à la co-construction du parcours de l'étudiant ou de la décision clinique. Étudiants et patients sont donc ainsi devenus des partenaires à part entière de nos institutions, ce qui était loin d'être le cas en 1958. Là aussi, pour penser ces évolutions, il nous faut des outils, et là aussi, d'autres secteurs de connaissances que la biologie. L'interaction du secteur de la santé avec les sciences humaines et sociales, le droit, l'économie, la gestion, devient nécessaire. Elle permettra de comprendre les limites des organisations actuelles, de lever les verrous, d'imaginer d'autres possibles plus en accord avec les attentes de la société. C'est donc bien à la lumière des défis d'aujourd'hui que nous devons imaginer l'avenir des CHU. Je suis sûre que l'équivalent du groupe de professionnels brillants et disruptifs qui réfléchissaient dans les années 50 aux conditions du progrès médical est aujourd'hui dans cette salle. Notre gouvernement a l'ambition de transformer profondément le pays, et les transformations ne sont profondes que si elles sont, si je peux m'exprimer ainsi, métabolisées, intégrées, incarnées dans la réalité des pratiques. Nous lèverons les verrous qui peuvent limiter les initiatives. Par exemple, en proposant l'assouplissement des conditions de regroupement des établissements universitaires pour favoriser les partenariats associant les CHU. Nous poursuivrons une politique d'appel à projets permettant l'émergence de pôles d'excellence et la structuration des relations de ces pôles avec leur environnement et avec le tissu économique. Ainsi, le 4e appel à projet RHU sera lancé dans les jours qui viennent pour permettre de soutenir des coopérations entre équipes hospitalo-universitaires et industrielles. Nous interviendrons pour développer des activités qui sont nécessaires et peuvent se sentir mal à l'aise dans le cadre actuel, comme nous l'avons fait pour la pédopsychiatrie ou pour la médecine de soins primaires. Nous coordonnerons au niveau national les politiques répondant à des enjeux stratégiques, comme le plan France Génomique déjà évoqué, ou encore les politiques coordonnées de recherche et de transformation des pratiques concernant la résistance antimicrobienne. Nous soutiendrons les initiatives permettant les interactions entre les CHU
et l'écosystème de l'innovation en santé, notamment au travers d'incubateurs au plus près des structures de recherche et de soins. Mais avec vous, comme avec tous, nous raisonnerons toujours davantage à partir des objectifs et des projets qu'à partir des structures. Ce que nous devons assurer sur le long terme, c'est la diffusion de l'innovation en santé à tous, la compétitivité de nos entreprises dans le secteur des biotechnologies et de l'e-santé, la formation des jeunes aux métiers de demain, la fertilisation croisée entre les champs de connaissances différents. Et c'est à l'aune de votre capacité à atteindre ces objectifs que les modifications de nos institutions, des modes de financement, des statuts seront jugées, et c'est donc avec ces objectifs en tête que vous devez les proposer. Constatant la vivacité de vos travaux, nous avons, avec Agnès Buzyn, choisi de confier au président de conférence la mission de nous proposer ces évolutions juste avant que les CHU n'atteignent leurs 60 ans. Il vous reste donc un peu plus d'1 an et je vous souhaite à tous un très bon travail. Merci. Le jeu de questions-réponses. Passer au milieu, ça vous va? Si, ce serait peut-être quand même mieux. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre, de vos propos et des messages qui y sont contenus. Nous avons une grosse demi-heure à peu près pour ce jeu de questions-réponses que nous avons préparé. Et nous allons vous poser 4 questions sur les conférences, ces 3 conférences de CHU et celle des présidents d'université. S'il nous reste un tout petit peu de temps, on donnera la parole à nos collègues pharmaciens et odontologistes. Je vais donc poser la première question à laquelle vous avez d'ailleurs partiellement répondu. Et aujourd'hui, dans cette salle, a été beaucoup discuté, vous commencez à se discuter les liens entre le CHU et l'université. Vous avez rappelé les fondements de 58, tout évolue. Et effectivement, ce sont 2 grosses institutions dont l'intérêt à coopérer est évident et nous nous sommes posé la question de renforcer les liens entre les CHU et l'université. Donc ma question est essentiellement, de quelle façon procéder? Il y a plusieurs hypothèses. Nous avons parlé du comité de la recherche biomédicale et santé publique tout à l'heure, du rôle du vice-président recherche. La Cour des comptes suggérait d'essayer de phaser les contrats pluriannuels des 2 CHU et universités. Et puis j'allais vous interroger sur l'ouverture aux disciplines hors champ santé, mais je crois que vous avez largement documenté ce point dans votre discours, et peut-être avez-vous éventuellement quelques commentaires supplémentaires à faire. Voici la première question. Merci beaucoup. Alors, renforcer les liens et la synergie entre CHU et université, évidemment, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui me paraît essentiel parce que le U de CHU est vraiment quelque chose qui est indispensable et qui fait la caractéristique de notre modèle français qui, je pense, est un modèle que vous avez d'ailleurs même envisagé de promouvoir à l'international parce qu'il est extrêmement important. Je l'ai dit, l'intérêt, c'est vraiment que nous soyons en capacité de mettre au service d'un défi sociétal, qui est la santé, et d'un défi qui va aller encore en s'amplifiant avec la question du vieillissement et avec la question du bien vieillir et de rester en bonne santé, de prévenir les pathologies. Nous allons avoir besoin de travailler de manière beaucoup plus transdisciplinaire avec d'autres sciences. Et évidemment, c'est au sein de l'université que vont pouvoir se faire de manière beaucoup plus simple ces synergies et j'allais dire ces rencontres et ces dialogues entre les différents scientifiques. Alors bien sûr, on peut imaginer de renforcer le rôle des comités de recherche biomédicale en santé publique pour avoir une réelle discussion stratégique entre les CHU. Ça peut être un moteur de ces discussions stratégiques. Ça peut aussi permettre de discuter plus facilement de coordination régionale, puisque ce sont
des comités qui ont une vision, j'allais dire, la plus globale possible. Le vice-président recherche du directoire, effectivement, peut jouer un rôle aussi important avec les autres champs de recherche que la biologie santé. Et bien sûr, ça se fait d'autant mieux que ça se fait en totale fluidité avec les doyens, qui sont évidemment les pierres angulaires de l'interaction et de l'intégration des facultés de médecine dans les universités. On peut aussi se poser la question, et je l'évoquais dans mon discours, du lien de l'université avec les autres acteurs de la santé, bien sûr avec les CHU, mais aussi, comme on l'a vu dans un proche avenir, avec les maisons pluridisciplinaires de santé. Et là, peut-être que c'est l'université qui peut faire le lien aussi entre ces maisons pluridisciplinaires de santé et les CHU, notamment au travers des postes avancés d'enseignants-chercheurs de médecine générale, pour là encore avoir du dialogue, de la fluidité des réseaux. Et puis, évidemment, mais je sais que c'est évident, mais ça va peut-être mieux encore en le disant, rappeler que ce qui fait aussi la force de la recherche dans ce domaine de la santé en France, c'est les relations qu'on a entre les CHU, les universités et les organismes de recherche. De très nombreuses unités de recherche INSERM sont implantées dans des locaux hospitalo-universitaires. Presque la moitié, un peu moins de la moitié des directeurs de ces unités sont des hospitalo-universitaires. Il y a plus de 4000 hospitalo-universitaires sur les organigrammes de ces unités. Donc, je crois qu'on a cette diversité qui peut être vue comme quelque chose de complexe ou qui peut être vue comme une richesse. Et évidemment, moi, je préfère la voir comme une richesse, mais pour que ce soit une richesse, il faut vraiment rentrer par le projet et pas rentrer par les structures. Et si on a un projet qui est co-construit, qui porte une véritable ambition, une véritable stratégie, alors l'ensemble des acteurs se mettent au service de ce projet. Et c'est beaucoup plus simple que si on rentre par les structures et qu'on se demande, j'ai toujours l'habitude de le dire, qui est le chef de qui, ou qui est la boîte qui est dans la boîte de qui. Voilà. Et donc, commencer toujours par les projets. Bon, après, les formations et la réflexion sur les formations, ça c'est aussi un vrai sujet parce que on a besoin d'avoir à minima des jeunes qui soient formés évidemment de manière très forte et très excellente dans une discipline, dans un champ disciplinaire, mais à minima, il faut qu'ils partagent un vocabulaire pour pouvoir parler aux autres champs disciplinaires. Et c'est pour ça que dans la réforme du premier cycle que le gouvernement est en train de porter, même si évidemment c'est une réforme qui ne touche pas directement l'organisation des études de santé, l'idée c'est vraiment qu'en ayant des parcours plus flexibles ou plus à la carte, on puisse imaginer que, quelle que soit la formation disciplinaire majeure dans laquelle on s'engage, eh bien, à l'aide de mineurs, à l'aide aussi d'une vie étudiante plus riche, eh bien, on soit capable de partager un vocabulaire qui fait que même si très peu de personnes sont en réalité en capacité d'avoir une vraie double formation dans toute sa complexité, dans toute son intensité, au moins les gens peuvent se parler. Et c'est souvent ça qui est extrêmement important quand on veut avoir vraiment une rupture de paradigme. Voilà. La seconde question donc posée par Jean-Pierre Devitte, qui est directeur général du CHU de Poitiers. Oui, Madame la Ministre, je vais vous poser 2-3 petites questions concernant le territoire. En effet, la réforme territoriale qui est appliquée depuis le 1er janvier 2016 est venue modifier le paysage traditionnel. Très souvent, il y avait une région, une faculté de médecine, une pharmacie et un CHU. Aujourd'hui, l'aire d'action de proximité du CHU, puisqu'il y en a plusieurs souvent dans une même région, ne doit-elle pas rester par principe d'efficacité la subdivision d'internat? Deuxième question que je vous poserai, au sein des nouvelles régions,
une hiérarchisation des CHU nous paraîtrait être dangereuse. Nous privilégions, et vous en avez employé d'ailleurs le terme, l'organisation en réseau. Comment voyez-vous l'évolution de l'organisation des universités en région? Enfin, je voudrais citer l'évocation faite par la Cour des comptes d'une concentration des financements recherche sur quelques CHU qui a heurté légitimement de très nombreuses équipes de recherche dans tous les CHU. Quelle est votre vision? Alors, je vous remercie de cette question qui me permet, en fait, de façon plus générale, peut-être de rappeler ici, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans d'autres lieux, ce qui me paraît essentiel pour que l'enseignement supérieur, la recherche, en France, dans tous les domaines, soit en capacité de rayonner et d'être visible. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Tous les CHU, comme toutes les universités, ne sont pas équivalents. Et ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Ce qui ne signifie pas que tous n'ont pas leur place, et ce qui ne signifie pas qu'on ne doit pas avoir la même exigence envers tous. Mais de la même façon que se construisent sur le territoire des universités intensives en recherche, qui ont vocation à être le fer de lance en termes de visibilité pour notamment les grands classements internationaux, etc., de la France, et par là même d'attirer vers la France d'excellents étudiants qui pourront trouver leur place dans tous les établissements en France. Évidemment, ces universités intensives en recherche, si elles ont en leur sein des CHU ou si elles travaillent avec des CHU, eh bien, de fait, ces CHU-là auront aussi ce rôle de visibilité et de fer de lance. Mais il n'empêche que pour les CHU comme pour les universités, moi, mon objectif, c'est que chacun soit en capacité de définir une stratégie et d'avoir une signature. Et ça me paraît essentiel, parce qu'on ne peut pas avoir uniquement une dizaine de sites très visibles ou 5 à 10 sites très visibles en France, que ce soit au niveau des universités ou que ce soit au niveau des CHU, et partout ailleurs, une forme de désert. Donc il faut, dans le même temps, que les CHU comme les universités regardent quels sont les projets qu'elles ont envie de porter, qu'ils ont envie de porter ensemble, ou leurs projets spécifiques, et qu'ils soient en capacité de prendre ces responsabilités, de définir leur signature. Et cette signature, elle se fera d'autant mieux qu'il y aura une interaction forte avec un territoire, avec un écosystème, avec ce qui fait aussi la singularité de l'établissement en question. Voilà, évidemment que la singularité d'un établissement est liée à son environnement, et c'est ça qui va participer à la signature de tous. Et après, évidemment que le mode de fonctionnement en réseau peut se faire. C'est pas si facile que ça à faire, hein, parce que évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de mettre en avant quelques points forts, quelques points d'excellence, quelques points saillants. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça, mais ça veut dire que c'est à cause de ça qu'on est reconnu, et de le faire évidemment en relation avec son écosystème. Donc pour moi c'est la même chose qu'on parle d'un CHU ou qu'on parle d'une université. On aura, je pense pouvoir le dire aussi au nom d'Agnès Buzyn, la même exigence, que ce soit un CHU dit de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille, l'exigence qu'on aura envers un centre hospitalo-universitaire. Voilà, ça, ce sera la même exigence. Par contre, on vous accompagnera et on vous aidera à définir cette identité. Et à partir du moment où ça c'est fait, évidemment qu'on peut travailler en réseau. Évidemment que ça n'a pas de sens de prétendre qu'on fait tout, parce que quand on fait des choses une fois ou 2 fois par mois, forcément on le fera moins bien. Donc à ce moment-là, on est vraiment en capacité que le travail en réseau soit une plus-value pour tout le monde. Donc pour résumer, non, il n'y aura pas 5 ou 10 CHU en France. Voilà. J'entends, hein, dès qu'on aborde, et je le disais encore ce matin à la CPU, hein, dès qu'on aborde les choses
par un côté comptable, sans connaître intimement ce qu'apporte un CHU à un territoire, ce qu'apporte une université à un territoire, et ce qu'un territoire apporte aussi d'ailleurs à un CHU, à une université. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais la réalité, je pense, quand on connaît le terrain, c'est que tout le monde sait l'importance pour un territoire d'avoir un lieu où on combine soins, recherche et formation, et donc évidemment des CHU pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. La troisième question donc posée par Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université. Merci. Donc je vais profiter d'avoir le micro déjà pour remercier les organisateurs et les conférences de m'avoir invité en tant que président de la conférence des présidents d'université. Ça montre déjà une évolution dans le lien hospitalo-universitaire. Je voudrais remercier aussi les membres de la commission santé, en particulier son président, qui ont initié maintenant il y a quelques mois cette réflexion autour du modèle hospitalo-universitaire. Donc mes questions vont tourner, Madame la Ministre, autour des questions de recherche. La première question, et c'est une question assez classique en fait, qu'on trouve dans tous les domaines, même si là c'est un peu particulier, autour des outils qui permettent d'assurer le continuum entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique et au final l'innovation. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point qui rejoint un petit peu la question précédente sur les territoires, mais comment concilier avec l'ensemble des appels à projets qu'on peut avoir aujourd'hui autour des PIA, l'excellence en recherche et la mission de service public sur les territoires. Et enfin, une dernière question autour de l'innovation. Quel soutien, en lien avec le plan national de soutien à l'innovation, quel soutien pour les CHU autour du développement de la maturation, des incubateurs que vous avez évoqués tout à l'heure, et voilà, quels outils, est-ce que les SAT sont le modèle sur lequel il faut s'appuyer? Merci. Alors effectivement, on peut répondre à cette question avec la même philosophie, si je puis dire. Donc, le continuum entre la recherche dite de base, puis la recherche translationnelle, la recherche clinique, la recherche et développement, etc. Évidemment, il faut toujours soutenir la recherche de base parce que c'est elle qui permet le potentiel de l'innovation dans 20 ans, 30 ans, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Mais on est dans un CHU, dans une relation aussi particulière parce qu'il faut aussi, et on sait à quel point c'est long lorsque les choses vont vite, si je puis me permettre comme ça, qu'on soit en capacité de passer du modèle de recherche au modèle de soins. Et ça, c'est un processus qui, de fait, est très long. Et c'est un processus qui fonctionne d'autant mieux que, j'allais dire, la paillasse est au bout du couloir de soins. Parce que c'est cette interaction et cette boucle de rétroaction permanente qui fait que parfois on va être capable de sauter une ou deux étapes dans la mise en place d'un protocole de soins, etc. Parce que les hospitalo-U, les chercheurs fondamentaux, etc., enfin tous ces gens-là vont se parler. Et c'est d'autant plus vrai, évidemment, si on imagine, comme je le disais tout à l'heure, d'autres disciplines que la biologie. Donc vraiment placer tout ce qui est recherche, biologie, santé au cœur d'une université qui va apporter tous les autres types de recherche, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel. Comment on assure ce continuum ? Moi, la meilleure façon que je connaisse pour faire un continuum, c'est que les gens se parlent, se croisent, déjeunent ensemble, enfin voilà. Donc c'est aussi cette notion de vie universitaire. Il faut qu'on crée des lieux où les gens se croisent, se parlent, se connaissent. Et évidemment, plus ça commence jeune, plus ça commence pendant la formation, plus c'est facile après de maintenir ce type de lien. Là encore, on a un sujet sur la complexité et le nombre d'acteurs et le fait que la propriété intellectuelle devient très souvent un problème, surtout si on en attend des royalties derrière. Et j'allais dire, presque encore plus dans le domaine de la santé, où on sait qu'il y a eu des succès retentissants en termes de pays. Donc,
là encore, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de partir de cet écosystème de sites. Il faut qu'on simplifie les règles de propriété intellectuelle, c'est très clair. Il faut qu'on mette, alors en ce qui concerne les incubateurs, sur tout ce qui est santé, évidemment que plus ils sont près des CHU, voire dans les CHU, mieux c'est. Parce que c'est là qu'il y aura aussi tout cet écosystème et qu'il y aura les médecins autour. Donc évidemment, plus c'est intégré, plus ça a de sens. L'organisation actuelle, elle est très complexe. Hein. On a des régions qui ont plusieurs SAT, des SAT qui sont sur plusieurs régions. On a des incubateurs divers et variés. On a des pôles de compétitivité. Donc, chacun a essayé de prendre cette question-là, une fois de plus, par des structures et par je prends un bout de la chaîne de l'innovation. Et ça, c'est mon morceau, et ça, c'est le tien, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est ingérable pour le monde de l'entreprise, par exemple. C'est beaucoup trop long. Lorsqu'il y a un deal à passer, si je puis dire, on ne peut pas se permettre d'attendre que les services juridiques de 5 établissements publics rendent chacun leur conclusion sur le contenu du paragraphe, déplacent le point-virgule, se disent que peut-être si le mot est mis comme ça, son institution sera mieux protégée. Il faut qu'on raisonne vraiment en public, privé. Et qu'on dise que, notamment, les revenus potentiels de la propriété intellectuelle, ils sont pour le site et ils sont réinvestis dans le site. Et ça, on en revient toujours à la même chose. S'il y a un projet de site et non pas un projet d'une institution en concurrence avec une autre sur le même territoire, évidemment, les choses se font de manière différente. Et puis, il faut qu'on soit en capacité aussi en France, et ça, je suis incapable de vous dire si c'est parce qu'on avait une recherche très forte que la structuration s'est imposée, ou c'est parce qu'on a fait une structuration que la recherche est devenue très bonne. Mais moi, quand même, ce que je constate, c'est qu'on a l'INCa, et on est très fort en cancéro. On a la NRS, on est parmi les leaders mondiaux sur la recherche sur le HIV. Et j'ai quand même l'impression que plus on a des choses qui structurent par thématique, plutôt que de structurer par objet institutionnel et personnalité morale et juridique, meilleur on est. Et donc, il faudra qu'on prenne au niveau national, qu'on soutienne un certain nombre de stratégies nationales. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a notamment la question de la résistance aux antibiotiques, qui est un véritable sujet sur lequel on va travailler. J'en ai parlé aussi, tout ce qui est génomique, tout ce qui est maladies rares. Enfin voilà, il faut qu'on soit capable de faire en sorte qu'il y ait des points et des sujets sur lesquels on soit capable de se mettre en avant au niveau national et qui ensuite pourront se décliner plus facilement au niveau local. Après la recherche clinique, évidemment, pour moi, je pense que c'est évident, c'est pour moi très évidemment associé au CHU, mais on a aussi d'autres formes de recherche. Je pense notamment à tout ce qui est en termes de santé publique, où là, peut-être qu'on peut un peu plus questionner le positionnement obligatoire ou pas dans un CHU. Est-ce qu'on n'est pas plutôt au niveau d'autres choses et pas forcément de la structure CHU. Donc voilà, ça. Mais une fois de plus, si on met toujours le projet au cœur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient du coup. Et il faut mettre toujours les structures et les institutions au service des projets et pas dans l'autre sens. Merci. La dernière question sera donc posée par le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, président de la conférence des doyens de médecine. Merci Michel, merci Madame la Ministre. Enfin, je parlerai au nom d'ailleurs des conférences plus largement avec les facultés de pharmacie et d'odonto, parce que je vais parler de formation. Vous allez parler de révolution, en particulier sur la médecine personnalisée avec les OMIC, puis de révolution autour des données massives.
Il y a une révolution aussi qui est en cours, c'est celle de la connaissance, mais qui est déjà lancée depuis quasiment, elle aussi, des millénaires. Et pour la médecine, cela veut dire reconstruire quelque chose de différent, avec des domaines qui sont maintenant apparents, comme la simulation dans tous les secteurs de la santé, d'une part, qui maintenant s'impacte aussi dans les maquettes de formation de façon logique, et puis une dimension qui est une dimension de construction beaucoup plus personnalisée également, qui passe par des universités numériques, et en particulier pour ce qui concerne la santé, la mise en place d'une université thématique, portée d'ailleurs en grande partie par l'État et par les universités, et qui aujourd'hui a des outils très intéressants de personnalisation des parcours étudiants, qu'ils soient d'ailleurs du domaine de la médecine ou d'autres disciplines. Alors c'est vrai que c'est un enjeu qui est un enjeu d'une part de révolution des connaissances, et donc l'outil numérique le permet, on le voit notamment pour le 3e cycle et d'autres missions qui sont en cours sous votre ministère et celui de la solidarité et de la santé. Et puis on voit que c'est un enjeu majeur d'export aussi, parce que la formation ce n'est pas que de la consommation nationale, c'est aussi un formidable vecteur d'export, en particulier pour la francophonie. On a pu l'approcher notamment pour l'Afrique, qui attend notamment par l'université numérique et des propositions que l'on peut faire de porter à travers des objets connectés un certain nombre de formes de connaissances, vraiment attendent beaucoup de la France. Alors ma question est là, on a besoin d'un accompagnement, en tout cas de signaux, et on a l'impression que pour la simulation, comme pour l'université numérique, voilà, de messages forts des ministères et du vôtre en particulier. Bon, alors là, vous me lancez, si je puis dire, sur un de mes sujets préférés. Moi, je crois profondément qu'au travers du numérique, et entendons-nous bien, pas je filme le cours et je le dépose sur une plateforme, hein, mais à travers une vraie scénarisation des enseignements. Et évidemment, je pense à ce que vous faites, notamment dans les facultés de médecine, avec l'enseignement par simulation, où on est vraiment dans ce que j'appelle cette scénarisation. Vous êtes capable de faire travailler toutes les professions de santé autour d'un cas concret, une analyse. Je suis persuadée que cette forme d'enseignement est la forme d'enseignement qu'il nous faut absolument pousser, absolument développer, parce que la façon même dont notre jeunesse interagit avec le numérique fait que c'est cette forme d'enseignement-là dans laquelle le jeune se projette, pose lui-même les questions, s'évalue lui-même, etc., qui correspond à la façon dont s'est construit pendant toute sa jeunesse sa forme de pensée. Et je pense que voilà, c'est extrêmement important, c'est passionnant, voilà, ça c'est sûr, aussi bien pour les apprenants que les formateurs. Et donc c'est un sujet qui est primordial. Là aussi, je le disais ce matin à la CPU, la difficulté de partager ce type d'outils, c'est que, évidemment, chaque professeur ressent la nécessité, et c'est bien normal, hein, d'avoir un cours à sa main qui lui ressemble aussi. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de penser à un certain nombre d'outils, mais d'outils courts, de choses mises à disposition, à partir desquelles chaque professeur va reconstruire son propre cours. Plutôt que d'imaginer que quelqu'un va accepter de projeter pendant une heure et demie un autre prof qui parle. Ça, à mon sens, ça ne marchera jamais. Donc, ce côté simulation, où je fais, j'expérimente, je me trompe, et c'est pas grave parce que c'est un patient en plastique, et donc je peux recommencer une deuxième fois, et la fois où je dois le faire vraiment, eh ben, j'ai quand même gagné un peu en assurance. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà développer en France, et on n'est pas loin d'avoir embringué la majorité de nos collègues
Mais on est encore à cette limite où il faut qu'on bascule, et il faut qu'on bascule avec enthousiasme, et pas en disant « Ah oui, mais avec le numérique, ça nous permettra de diminuer les heures de cours ou de faire ceci ». C'est pas du tout ça. Une pédagogie innovante qui utilise le numérique, c'est au contraire même encore beaucoup plus d'engagement, et il faut donc qu'on y aille de manière optimiste et ambitieuse. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Le premier point, vous l'avez rappelé, c'est effectivement la francophonie et le fait que l'école française de médecine est une école mondialement reconnue, et que évidemment il ne faut pas qu'on perde cette place de leader, parce que c'est extrêmement important qu'on la garde, et parce que la francophonie, on est là aussi potentiellement à un point de bascule. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a encore beaucoup de pays francophones, sauf que quand vous allez dans ces pays et que vous regardez la jeunesse de ces pays-là, c'est plus si clair que ça, que c'est une jeunesse complètement francophone. D'accord ? Donc il faut y aller maintenant, et c'est très important, et il faut qu'on se réengage, et il faut qu'on le fasse sans se préoccuper ou sans se complexer avec ces histoires de néocolonialisme, pas néocolonialisme. Enfin, on n'est pas là pour ça. C'est très important qu'on continue à faire rayonner la médecine française à l'international, et tant qu'à faire dans la francophonie, puisque on parle français. Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose qui me paraît essentielle, et évidemment, c'est un sujet dont vous vous êtes emparé, mais où il me semble que c'est extrêmement important. On en parle en permanence. Il y a de nouveaux métiers qui vont émerger. Il y a des technologies qui évoluent en permanence. On a un besoin en France particulièrement de repenser la formation comme quelque chose qui peut se faire tout au long de la vie. Et ça, c'est un vrai sujet. Et notamment quand on est sur des technologies de pointe, des techniques de pointe, des gestes de pointe, avec des évolutions permanentes. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, de manière beaucoup plus fluide que ça ne l'est actuellement, de penser cette formation continue, cette formation tout au long de la vie, et de penser ces futurs métiers. Et là aussi, évidemment, le numérique et la simulation sont des outils essentiels. Donc, bien sûr qu'on va continuer à financer les universités numériques thématiques. Bien sûr que dans le cadre notamment des nouveaux cursus universitaires, vous l'avez probablement vu dans la première vague, il y a eu des initiatives justement fondées sur le numérique et avec des universités numériques thématiques qui ont été mises à l'honneur. Il faut absolument qu'on travaille ce sujet. Et à mon sens, il faut qu'on le travaille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi qu'on pose la question de qui s'est investi pour créer un cours ou pour penser une modalité d'enseignement, et comment à la fois on partage et comment à la fois on valorise cet investissement-là. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler pour essayer de faire en sorte qu'on puisse à la fois largement diffuser et partager, et néanmoins que le travail et l'investissement de chacun puissent être reconnus à sa juste valeur. Voilà. Merci Madame la Ministre. Il nous reste quelques toutes petites minutes, mais on sera attentif, je pense, à respecter votre horaire. Si on peut laisser une seconde la parole à nos collègues de pharmacie et d'odontologie, donc Bernard Muller. Merci beaucoup Madame la Ministre. On est bien évidemment très heureux d'avoir été associé à cette mission sur les CHU. La pharmacie mon intervention sera rapide et ça sera plus quelques éclairages que des questions vraiment. L'intégration de la pharmacie au CHU, c'est pas 58, c'est 2008. Donc c'est une histoire relativement récente. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 20-25% d'enseignants hospitalo-universitaires. Alors c'est peu, il y a deux façons de le voir, c'est peu ou c'est pas assez. Beaucoup, avec l'aide de nos ministres successifs,
On a construit ce CHU pharmaceutique dans le cadre des révisions des effectifs. Donc on peut se dire que depuis 10 ans, un premier pas a été franchi. Mais je crois vraiment que pour une vraie intégration de la pharmacie hospitalo-universitaire, et on en discute avec les conseillers des deux ministres, il faudra probablement un nouvel essor pour ce CHU pharmaceutique. On n'est pas confronté en pharmacie à un problème d'attractivité de carrière. Je pense qu'au contraire, on a plutôt des jeunes bien formés et qui désirent s'embarquer dans la carrière, intégrer la carrière dans la carrière hospitalo-universitaire. Donc peut-être des problématiques un peu différentes et un peu spécifiques. Et puis vous parliez tout à l'heure de la recherche fondamentale, des liens vers la recherche clinique. Je suis persuadé, et nous sommes tous persuadés, doyens pharmacie, que les pharmaciens ont un rôle important à jouer là-dedans, d'interface entre les sciences fondamentales et puis des dimensions cliniques, enfin dans la recherche translationnelle en général, la formation initiale. Il y a des sciences très fondamentales, il y a des sciences qui ne se limitent pas non plus aux sciences du médicament, mais qui ont aussi une dimension physiopathologique, thérapeutique bien sûr. Vous citiez les omics tout à l'heure. Là aussi, dans la biologie médicale par exemple, c'est des domaines tout à fait que des pharmaciens sont tout à fait à même d'intégrer. Et puis on parle aussi beaucoup de déficience de soins. Là aussi, les pharmaciens, par leur formation, notamment des disciplines comme la pharmacie clinique, je pense, ont vraiment un rôle essentiel à jouer là-dedans. Beaucoup d'initiatives locales. Donc, j'allais dire, c'est un exemple où la formation est le levier pour former des jeunes qui désirent beaucoup intégrer, pour la plupart, une carrière hospitalo-universitaire. C'est pas une biochimiste de formation qui va vous contredire, vous vous imaginez bien sur ce sujet-là. Donc oui, bien sûr, je pense que il y a aussi tout le lien à faire, bien sûr, entre la biochimie, la pharmacologie, la pharmacie et puis le malade. Enfin, c'est évident. Et on est dans la même continuité recherche, soins, formation que ce qu'on retrouve sur la médecine dans les CHU, c'est sûr. Professeur Jean-Marc Martrette, doyen de Nancy. Alors, je remercie également les organisateurs d'avoir pensé la conférence des doyens d'odontologie. Alors, très rapidement, je n'ai pas de questions particulières, mais deux réflexions sur vos propos, notamment déjà sur la simulation en santé. Et c'est quelque chose au niveau de l'odontologie qu'on connaît et qu'on cultive depuis très longtemps via les fameuses têtes fantômes. Mais aujourd'hui, on est dans ce système totalement haptique et c'est très réaliste et il faut développer. On a la chance en Lorraine d'avoir l'hôpital virtuel de Lorraine qui est peut-être un modèle à reproduire dans d'autres régions de France. Voilà, c'était une réflexion sur la simulation. Autre point sur le maillage territorial, via vos services et la conférence des doyens, on est en train de travailler sur une enquête et une réflexion sur la région Grand Est, sur comment améliorer ce maillage territorial et le retour des praticiens vers les autres régions, puisque la particularité, c'est que dans cette grande région Est, on a 3 facultés d'odontologie, et malheureusement, en Bourgogne et Franche-Comté, on n'a pas de faculté d'odontologie. On a échangé dernièrement avec la conférence des doyens de médecine pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, et on a des idées innovantes dans ce domaine-là pour faire retourner les praticiens dans ces régions, puisqu'on les accueille dans nos facultés, et il est vrai qu'on a du mal à les faire retourner dans les régions où ils ont fait leur première année de PACES. Voilà, et puis aussi en lien avec l'ARS, je pense que c'est une chance aussi d'avoir maintenant des ARS dans les grandes régions. On a échangé dernièrement avec le directeur général de l'Agence régionale de santé, puisqu'on a un métier qui est des fois mal connu des médecins, mal connu des pouvoirs publics, et on est là en appui, nous, facultés, nous, hôpitaux universitaires, pour vous aider à comprendre notre métier et à vous apporter les solutions en santé publique. On vous avait parlé tout à l'heure de santé publique, et il y a un gros travail qu'il faut faire avec nous, et si on peut passer ce message-là au niveau du ministère, c'est penser à nous lorsqu'il est question de protocole ou de santé publique et de santé publique bucco-dentaire.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse conclure, Madame la Ministre. Oui, simplement quelques mots de conclusion. D'abord, sachez que vraiment notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit en capacité au maximum de libérer les énergies. Donc, c'est pas juste une façon de parler, de vous dire de construire des projets ambitieux et on vous accompagnera de manière à ce que vous puissiez les mettre en place. Nous ne croyons pas, ni Agnès Buzyn, ni moi-même, à des décisions uniformes qui s'appliqueraient, qui se calqueraient de la même façon sur l'ensemble des territoires. Et donc, il faut vraiment que nous soyons en capacité, bien sûr, de maintenir un cadrage et une réglementation nationale, parce qu'on est vraiment sur des sujets qui sont extrêmement importants, qu'on parle de l'éducation, de la formation, de la recherche, ou qu'on parle de la santé. Bien sûr, on a besoin d'avoir des règles claires et un cadrage national, mais la déclinaison, c'est vraiment les acteurs de terrain qui doivent l'apporter, et qui doivent l'apporter de manière conjointe et sans, comme je le disais tout à l'heure, en mettant le projet en priorité et jamais la structure. Les structures, les services, les ministères sont au service des projets.